Bonjour, nous voici dans la dernière table ronde de ce 3e sommet aérospatial de Bordeaux Métropole. C'est une table ronde un petit peu décentrée. En préparant ce forum, on s'est dit que peut-être c'était intéressant de comprendre comment on regardait les aéromobilités ailleurs dans le monde et quitter le prisme français. Voilà, on sait qu'en France, il y a eu un bashing anti-aérien assez fort, mais on s'est posé la question, est-ce que ce mal de l'air est planétaire? Hors France et hors Europe, l'aérospatial durable est-il considéré autrement? N'a-t-on pas une vision trop européano-centrée? Et donc, c'était l'occasion de découvrir d'autres points de vue et d'expériences différentes. Donc, autour de moi, dans cette table ronde exceptionnelle, Jean-Claude Beaujour, qui est avocat et président de l'Association des barreaux de l'Asie et du Pacifique, et donc qui fait son quotidien de regarder ailleurs comment les gens pensent l'aéromobilité. Marc Rochet, qui est le directeur général de French Bee d'Air Caraïbes, bien connu dans tous les forums, parce qu'il a une connaissance et qui a été couronnée de succès sur toutes les entreprises qu'il a fait. Également, il a un cabinet de conseil aérogestion. Le général Laurent Lerbette, qui est basé à Bordeaux, donc c'est quelqu'un qui connaît le territoire de près. Il est également donc ce général de corps d'armée aérienne et commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace. Et Maria El Filali, qui est à ma droite, et qui nous a fait la gentillesse de venir. Donc, c'est la directrice générale du groupement industriel, des industries marocaines de l'aéronautique et du spatial. Et c'est vrai que les industries aéronautiques et spatiales ont été mobilisées après le séisme du 6 septembre 2023, parce que les premiers secours, ils sont arrivés par la voie des airs quand toutes les infrastructures, les routes sont détruites, quand on veut porter les secours. Donc merci à elle de nous avoir fait l'amitié d'être présente à Bordeaux aujourd'hui. Et tout de suite, je me tourne vers elle pour lui poser la question. Quand arrive un drame comme le séisme du 6 septembre, quel rôle peut jouer l'aéromobilité? Merci à vous de m'avoir invité. C'est un honneur d'être présente aujourd'hui et parler de ce sujet qui tombe vraiment au bon moment. Donc, sur le sujet de la solidarité, l'exemple du tremblement de terre, il est récent et concret. Et ça a vraiment secoué la région de l'Atlas au Maroc d'une façon... ça fait plus d'un demi-siècle que nous n'avons pas vécu cette situation, avec 3000 décès. Donc, qu'est-ce qu'on retient au final au lendemain de ce drame? Que d'abord, l'aéromobilité a été vitale, et plus que jamais, elle le sera. Et qu'elle est seule capable, dans des situations d'extrême nécessité et d'urgence, et dans le cas particulier des catastrophes naturelles, d'apporter une solution vitale et réelle, donc de sauver des vies. Et vous savez, au lendemain du séisme, des routes ont été détruites. On aurait eu même des milliers d'ambulances, on n'aurait pas pu accéder à ces villages et sauver des vies. Donc seuls les hélicoptères ont pu avoir accès avec un dispositif militaire et de gendarmerie important qui a pu être mobilisé. Et même des hélicoptères, un parc important, ce n'est pas accessible compte tenu des moyens que ça nécessite à tous les pays. Donc face à cette situation, pour nous, c'est une vraie révolution des consciences qu'il nous faut, plus qu'un éveil, sur la perception qu'on a de l'aéromobilité et du rôle humanitaire qu'elle apporte, surtout et d'un point de vue aussi de solidarité. Donc l'aéromobilité pour nous, ça a été une leçon, ce séisme, dans le sens où, en plus, quand elle sera décarbonée, elle aura un rôle de construction d'avenir, où on peut préserver l'humanité dans son environnement de la meilleure manière possible. Et ici, souvent, nous les Africains, on nous dit que bon... la troisième dimension, c'est pas vraiment pour vous. Essayez déjà de faire des routes, d'arranger celles que vous avez. Les trains, c'est très bien. Bon, encore, on pourra vous aider à les financer. C'est colossal, mais on y arrivera.
Mais la troisième dimension, vous êtes très loin, vous n'êtes pas prêts. Alors qu'en Afrique, c'est tout le contraire. On a l'urgence, le désenclavement passe par l'aéromobilité. Et c'est des solutions vraiment à échelle d'un pays, d'une région ou même d'un territoire. Donc, nous, cette réflexion qu'il y a ici, on ne veut pas reproduire les erreurs que vous avez faites. Et on a compris qu'on ne veut pas aussi déraciner nos populations et leur dire, si vous voulez le développement, il faudra aller on va vous agglomérer dans des villes, des métropoles, déshumanisées, déshumanisantes, et vous détacher de tout ce que vous êtes. Voilà le prix à payer pour le développement. Or, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu dans la région de l'Atlas, c'est incroyable comment les survivants n'ont pas voulu bouger de leur endroit, de leur terre. On a beau mettre des endroits où vous pouvez les faire camper, ils ne voulaient pas quitter à quelques mètres leur lieu de vie, même s'il n'existait plus. Donc ça, c'est pour moi une leçon qu'il faut qu'on ait en tête, que l'humain passe par son ancrage, son enracinement dans son territoire. Et c'est au monde, aux solutions industrielles, de s'adapter à ce fondamental pour moi de l'existence humaine et de la dignité. Voilà sur le sujet de ce qu'a apporté l'aéromobilité au niveau du séisme en particulier. Et nous sommes tout à fait capables d'intégrer la technologie et les nouvelles mobilités, contrairement à ce qu'on peut penser. La troisième dimension aussi. Aujourd'hui au Maroc, nous avons 140 entreprises qui font des pièces aéronautiques, qui volent dans tous les avions. Et bientôt, nous ferons aussi des satellites et nous irons encore plus loin et nous arrimerons avec nous tous les pays qui sont dans cet élan. Parce qu'on en est capable, on veut le montrer aussi à toute l'Afrique, qui sont aussi capables d'intégrer la technologie. Donc cette révolution des consciences, il va nous amener à quoi? Alors imaginons la situation suivante. Au Maroc, avec le tremblement de terre, on a quand même pu mobiliser un dispositif, un appareil militaire fort, de la gendarmerie, des hélicos. C'était quand même très bien par rapport à même d'autres pays plus avancés n'auraient peut-être pas pu mieux faire. Maintenant, imaginons la situation suivante où on aurait passé cette révolution des consciences. On a intégré que la troisième dimension était une priorité vitale pour l'humanité. Mais quels seraient les scénarios qu'on aurait vécus au lendemain de ce tremblement? Il y aurait des centaines de drones ambulances, des secouristes qui se déplacent en drone, des poches de sang, des kits de premiers secours qui auraient pu avoir très vite accès aux zones sinistrées alors que les routes étaient complètement détruites. Il n'y avait plus aucun accès. 2-3 jours pour accéder à un village. Ça n'aurait pas été possible si on avait déjà toutes ces solutions-là. Donc aussi, beaucoup de solutions sur toute la partie satellite et imagerie en continu. Des moyens de détection de vie humaine dans des zones à risque qui auraient pu être mis en place avec une détection par satellite, par drone. Donc tout ce monde de solutions qui peut être apporté par des start-up. Pas à l'échelle d'une grande entreprise forcément, mais c'est des start-up qui sont capables d'apporter des solutions spécifiques, presque microcosmiques, mais qui ont un fort impact dans la réflexion de la solution, comment elle peut être apportée. Et donc ça nous amène à un devoir de reconfiguration de tout le modèle industriel qui doit être au service de l'humanité. Et même au niveau des banques, des assurances, tout cela doit être pris en compte. Que si une zone isolée est facilement accessible où des vies peuvent être mieux sauvées, elles seront plus facilement assurées. Des banques pourront mieux suivre ou rendre plus prioritaire l'urgence d'une solution vitale par des start-up, par des acteurs qui œuvrent dans le sens des solutions spécifiques, mais qui peuvent être révolutionnaires. Et qu'est-ce qu'on retient finalement? Il y a 2 leçons à retenir de ce qui s'est passé. 1, reconfiguration du modèle industriel au service de l'humanité. Et par l'avion décarboné, l'aéromobilité décarbonée, ça sera vraiment possible et plus rapide que n'importe quelle autre mobilité. Deuxièmement, la solidarité passe aussi par la mutualité, la mutualisation de tous les efforts communs qu'on peut mettre ensemble pour sauver justement des pays, des régions dans des situations d'extrême nécessité. Si on prend que le bassin méditerranéen, par exemple, en une année, entre les feux de forêt, les inondations,
les tremblements de terre, Turquie, Maroc, feux de forêt en Espagne, Algérie, en Grèce, les inondations en Libye, aucun pays ne peut avoir tous les moyens pour répondre aux besoins face à une catastrophe naturelle de cette échelle. Mais tous ensemble, dans cette région où il y a des risques importants, une plateforme avec toutes ces nouvelles solutions, c'est vraiment à portée de tous et qui peuvent se déplacer en une journée d'un pays à l'autre. Alors, ce n'est pas impossible, mais il faut revoir cette façon même, l'obsolescence aujourd'hui qu'on sent dans des organisations mastodontes internationales ou des solutions comme ces plateformes-là mutualisables. Ça, c'est de la solidarité d'abord, avant de parler de souveraineté, de politique, de tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Voilà. Merci Maria El Fiali. Voilà, dans ce sommet axé sur la transmission, la prise de conscience est un élément fondamental, et de comprendre que quand on parle d'aéromobilité, ce n'est pas une discussion sur le sexe des gens, ça implique la vie au quotidien des populations. C'était important dans une situation d'urgence comme celle qu'a connue le Maroc, de se le rappeler. Et je vais me tourner vers Jean-Claude Beaujour. Si on change d'horizon, même peut-être pas forcément en changeant d'horizon, ce que vient de dire Maria El Fiali sur l'aspiration, sur la nécessité de la solidarité des territoires à travers l'aéromobilité. Vous, qu'est-ce que vous avez pu constater? Alors, c'est vrai qu'en me posant la question Afrique, Asie, Amérique, l'aéromobilité est clé du développement durable et solidaire. Alors on aurait pu penser que c'est une provocation si on s'en tient parfois à la littérature ambiante, puisque dans le même temps et avant de venir, je relisais sur un site quelqu'un qui disait ceci, en réalité, pourquoi n'arrête-t-on pas l'avion? Ça ne devrait même plus être un débat. L'avion est un problème, il faudrait clouer tout cela, et qu'il s'agit d'une question de justice climatique, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a deux écoles de pensée. La seconde, celle que je viens de citer, est plutôt majoritaire, et les interventions de ce matin l'ont montré. Il y a une sorte de suspicion sur l'avion, et on ne voudrait qu'il n'y ait qu'une seule voie. Eh bien non, je vais aller dans le sens de votre question en disant oui, l'aéromobilité contribue au développement durable et solidaire, et je vais vous indiquer pourquoi, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle permet le désenclavement de régions reculées, de régions qui sont parfois de territoires qui sont immenses. Alors, je veux bien qu'on dise que l'avion doit s'arrêter, mais de temps en temps, il faut faire des choses simplement, ne pas être dans la doctrine. Et je dirais simplement, si l'on fait un peu de géographie, la distance, par exemple, entre Addis Abeba et Abidjan, deux points d'Afrique, est de 5000 km. 5000 km, alors je veux bien qu'on fasse du train, mais je vous dis tout de suite, le coût de la construction du TGV entre Abidjan et Addis Abeba serait de l'ordre de 165 milliards d'euros. Outre le fait, évidemment, qu'on devrait traverser le Soudan, qui est l'un des territoires les plus dangereux de la Terre, etc., etc. Donc, on voit bien que l'aéromobilité est importante et nécessaire à un certain nombre de régions parce qu'il n'y a pas d'autre solution de substitution. On ne peut pas mettre le train sur ces territoires. C'est un exemple. Et effectivement, nous avons besoin, l'Afrique a besoin, contrairement à ce qu'on peut penser, l'Afrique a besoin du transport aérien pour pouvoir se développer. Il s'agit de points de croissance pour elle. Aujourd'hui, elle est en sous-développement sur son commerce intra-régional, alors même qu'au quotidien, on lui reproche de ne pas être suffisamment en croissance. On reproche les migrations économiques, mais les migrations économiques que nous subissons, en tout cas que nous vivons en Europe, venant du Sud, sont le fruit d'une croissance insuffisante, d'un développement économique insuffisant dans le Sud. Donc, il ne faut pas être hypocrite. Si nous voulons effectivement qu'il y ait une meilleure maîtrise des populations dans leur espace régional, ce qui en plus humainement est souhaitable, eh bien, il faut accepter qu'il y ait ce développement sous-régional. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, dans l'espace géographique, nous avons des îles qui ne
qui ont besoin du développement du transport aérien, de l'aéromobilité, pour leur propre survie. Marc Rocher est à cette table ronde, il connaît bien les îles françaises de la Caraïbe. Lorsque vous prenez les îles françaises de la Caraïbe, ce sont pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, des îles à qui on a dit il y a 50 ans, ne faites plus d'agriculture, ça n'est plus rentable, faites du tourisme, parce que vous comprenez, nous autres Européens, nous avons besoin de nous reposer en hiver, ce que je comprends aussi. Sauf qu'une fois qu'on a développé massivement le tourisme, maintenant on dit aux gens, tourisme pour lequel je rappelle, hein, c'est 10 points de PIB, c'est 1 million de visiteurs sur l'île de la Guadeloupe chaque année, c'est considérable pour une économie comme celle-là, c'est 800 millions de participation, de contribution touristique, c'est donc vital, je dis bien vital. Maintenant on dit à nos départements français de la région, eh bien ne faites plus de tourisme parce que c'est très mal. C'est très mal parce que dans 2 ou 3 générations, eh bien, vos arrière-petits-enfants vont mourir parce que la planète est en train de mourir. Pensons-nous une seconde que ce type de discours soit audible? Une seconde. Non, parce que les gens vous disent, avec 30% de chômage pour les jeunes, que voulez-vous que l'on fasse? Eh bien, nous allons continuer à faire notre tourisme. Et même si on voulait faire du tourisme intra-régional, parce qu'il y a un potentiel, ce tourisme intra-régional, et là encore je me tourne vers Marc Rocher qui connaît mieux que moi le sujet, ce tourisme régional, il est en difficulté, il a peine à croître parce que précisément il y a un problème de mobilité. Donc on voit bien que pour des raisons de développement économique et donc de survie, nous ne sommes pas en train de parler de surconsommation, nous ne sommes pas en train de parler de gens qui voudraient vivre, de continuer à consommer pour consommer. On est en train de parler de gens qui vous disent nous avons besoin simplement de pouvoir avoir un emploi, de vivre simplement et de vivre dignement. C'est donc quasiment une question de dignité et puisque nous avons parlé de développement durable, dans le développement durable, il y a le fait pour des populations de pouvoir vivre dignement, simplement et en toute sécurité, parce que le chômage est facteur d'insécurité, est facteur de violence, et je rappelle souvent que la violence à Fort-de-France est supérieure à la violence à Marseille en pondération. Ça, c'est le premier élément sur lequel je vous dis que j'affirme que l'aéromobilité est un facteur de développement durable. Une fois qu'on a dit cela, c'est admettre que cette aéromobilité est un facteur nécessaire pour la connectivité à l'intérieur d'un même territoire. Connectivité parce qu'il aide tout d'abord le développement de sous-régions. Comment pouvons-nous contester et dire qu'il y a des flots de population qui courent vers le nord? Si. Et effectivement, on parle du Sud, mais on peut aussi voir un certain nombre de pays d'Asie. Si tout n'est pas fait pour qu'à l'intérieur d'une sous-région, les gens aient un contact en proximité rapproché, permanent. Non. Dans la mesure où tout est organisé pour que les populations migrent, quel que soit ce qu'elles font, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la culture, sur le plan économique, tout est organisé pour qu'elles migrent du Sud vers le Nord. Il y a une forme d'attractivité. Et on se plaît en même temps qu'il y ait cette attractivité. Donc si nous ne développons pas les sous-régions à l'intérieur de leur bassin économique et social, eh bien ce processus migratoire continue. Je vais vous prendre un exemple. Il est plus facile lorsqu'on est à Maurice. Il est plus facile d'aller à Paris que d'aller à Saint-Denis de la Réunion, ou quand on vient de Maurice ou de Madagascar. Quand on dit plus facile, ça ne veut pas dire que le temps d'avion sera moins court, mais quand on regarde la fréquence, quand on regarde le coût, c'est juste impensable. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'un jeune habite à Cayenne ou lorsqu'il habite à Fort-de-France, la distance est de 1800 km entre Fort-de-France et Bogota. 1800 km. Il faut 23 heures pour pouvoir se rendre d'un point à un autre et ça coûte 1 000 €. Beaucoup plus que si vous entrez à Paris. En d'autres termes, un jeune qui veut, par exemple, aller suivre un stage linguistique en espagnol, eh bien, il ira plus facilement à Madrid, parce que plus facile d'accès, qu'il n'ira à Bogota, qui est à 2 heures d'avion au maximum. C'est ça la réalité de la mobilité. Et lorsqu'on dit qu'il faut de la connectivité, il faut de la connectivité parce qu'elle entretient le lien social. Je terminerai ici, à ce stade de mon intervention, en parlant de la connectivité aussi sanitaire.
on en a parlé avec notre collègue du panel, vous avez des régions pour lesquelles, et on descend parfois dans le détail, vous ne pouvez pas, compte tenu du prix du matériel médical, vous ne pouvez pas avoir dans toutes les îles, dans toutes ces îles, vous ne pouvez pas avoir un TEP scan qui permet évidemment de traiter les cancers avancés. Eh bien, vous avez des situations où une île possède un appareil médical, mais comme son voisin ne peut pas venir se soigner dans l'île d'à côté, eh bien, il va en Europe se soigner. Aujourd'hui, une grande partie de la population de l'Amérique latine, je pense à la côte nord de l'Amérique latine ou de la Caraïbe, va se soigner à Miami ou à New York parce qu'elle n'a pas d'offre sur place et que le transport aérien n'est pas adapté pour pouvoir permettre une évacuation sanitaire de Port-au-Prince, alors peut-être pas Port-au-Prince, mais par exemple de Sainte-Lucie vers la Guadeloupe ou la Martinique. Donc il y a un certain nombre de projets, par exemple, je pense au groupe Manoukian du docteur Sainte-Luce qui a développé une offre attachés aux soins et au système médical dans la sous-région de la Caraïbe, de manière à permettre aux personnes concernées, aux patients, de se soigner dans la sous-région, d'avoir une offre globale à 1 ou 2 points de la Caraïbe et d'être ouvert à l'ensemble d'une population qui fait environ 200 millions d'habitants. Donc voilà, quand on parle de développement durable, oui, je reste convaincu que la mobilité, nous le voyons bien dans ces îles, et je pourrais vous donner énormément d'exemples. C'est vrai en Indonésie, c'est vrai en Polynésie. L'aéromobilité est un moyen d'assurer le développement durable et solidaire parce qu'il n'est pas juste qu'un certain nombre de nos concitoyens, lorsqu'il s'agit de Français ou de nos co-humains, lorsqu'il s'agit d'étrangers, ne puissent pas avoir assez simplement accès à des soins, ne puissent pas vivre dans leur sous-région et doivent assumer des prix qui sont parfois exorbitants, outre le phénomène purement humain, parce que lorsque vous avez un parent qui va se soigner, il ou elle vit en Polynésie et qu'on va se soigner à Paris, eh bien, il n'est pas facile d'accompagner tel ou tel patient. C'est ça la réalité d'un certain nombre de nos concitoyens français, pour ne prendre que cela, mais il n'y a pas que. Et c'est cette réalité-là qu'il faut prendre avant d'imaginer, de dire qu'il faudrait clouer au sol les avions. Merci Jean-Claude. Je me tourne vers Marc Rochet, donc, qui connaît bien ces écosystèmes, en lui posant 2 questions. De ce qu'il a constaté, est-ce que l'aéromobilité est un facteur de développement et un outil du bien-être des populations, et comment il l'a constaté, donc avec s'il a des exemples, et également est-ce que c'est un atout pour les industries travaillant à l'international et sous quelle forme? Merci. Bien d'abord, je salue l'excellente plaidoirie qui vient d'être faite en faveur de notre secteur d'activité. Enfin, je parle pour l'activité de transport aérien. Et puis, ce que vous avez dit, madame, je crois qu'effectivement, et je vais y revenir ensuite, si on sort du langage de la communication politique, qui est quand même, pour le moins qu'on puisse dire, décevante, le transport aérien a largement de quoi expliquer, se développer, progresser en faveur des populations, et des populations à l'international. Pas seulement, on ne va pas faire un avion pour faire Paris-Marseille, il faut faire des avions pour aller le plus loin possible, pour aider les populations, pour aider le développement économique. À chaque fois qu'on a vu le transport aérien se développer, ça a été un facteur de paix. Je ne connais pas beaucoup de dictatures où il y a des touristes. Donc quand il y a des touristes, il n'y a pas de dictature. Et c'est important d'avoir toujours ça à l'esprit. Deuxièmement, il est évident que l'aviation, par ses concepts mêmes, par ces premiers d'ailleurs héros qui l'ont construite et qui l'ont fait débuter,
a toujours été d'aller voler le plus loin possible. Mermoz pensait à l'Amérique du Sud, d'autres se sont illustrés en Asie sur des distances très longues, sur l'Afrique. Roland Garros, c'était la Réunion. Donc je crois que cet appel d'air, cette motivation, ce besoin que l'on a d'aller toujours plus loin est une réalité, et que là encore une fois, ce n'est pas le discours politique qui le changera. Bien sûr qu'on a une responsabilité en matière d'écologie, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais les besoins sont là, les justifications sont là. Je dirais aussi une chose, et je ne sais pas où est mon ami Paul de la chaire Pégase, que je respecte beaucoup. Je ne suis pas d'accord non plus avec cette théorie qui dit qu'aujourd'hui on manque de héros, on manque de... Alors on en a des héros, hein. En France on a Thomas Pesquet si on veut parler du spatial, mais c'est pas ça qu'il nous faut. Et pourquoi il nous faut pas ça? Tout simplement parce qu'on n'est plus dans l'ère de création, d'innovation majeure, de développement. L'avion ça existe, on est dans l'ère d'une activité économique majeure, importante pour l'ensemble de la planète, et on est dans l'ère d'une activité qui est maintenant mature. Les avions, on sait les fabriquer, on sait les faire voler, on va savoir les améliorer encore, mais donc, et c'est ce qui est en train aussi d'arriver dans la partie spatiale, aussi bien civile que militaire, on les fabrique à la chaîne. Un avion, ça ne se fabrique pas un par un, ça se fabrique à la chaîne. Donc, on n'a pas besoin de héros, on a besoin simplement d'assumer nos besoins, et les exemples qui ont été cités dans les deux interventions précédentes montrent qu'elles sont largement explicables, largement communicables. Troisième chose, je pense que cette vision du voyage, cette vision à l'international, c'est aussi de nature à motiver les jeunes dont nous avons parlé précédemment, mais dont nous avons tous besoin et qui sont là. Bon, je suis président d'Air Caraïbes et de French Bee pour encore quelques semaines. Je vois bien quand on fait passer des annonces qu'il y a beaucoup de candidats. Non, on ne manque pas de candidats. Alors oui, il y a des contraintes de recrutement, il y a un peu de surenchère sociale à droite à gauche, mais on ne manque pas de candidats. Air Caraïbes, French Bee, c'est quand même une compagnie française, dans des compagnies françaises de taille modeste. Quand on fait paraître une annonce, c'est 800 à 1000 CV qui arrivent chez nous. 800 à 1000 CV à chaque fois, que ce soit aussi bien pour les pilotes que pour des hôtesses de l'air, que pour des mécaniciens, que pour des agents d'escale et autres, des agents du fret et tout ça. Donc le secteur a son attractivité, mais pour les faire rêver, et j'explique aussi pourquoi il faut les faire rêver, parce que c'est un métier, ça a été dit aussi tout à l'heure, où il faut de la passion, eh bien il faut aussi parler de l'international. On ne peut pas les motiver que sur des activités à géographie limitée. Actuellement, tous les paramètres que nous mesurons, je parle au titre de mes compagnies, mais je parle aussi au titre du secteur que je, comme vous en doutez, surveille de près, sont à une reprise forte de la croissance, en particulier sur les clientèles des classes économiques, c'est-à-dire les clientèles familiales qui ont besoin de se déplacer, les amis et friends and relatives, comme on dit en anglo-saxon, qui vont voir des proches ou qui vont visiter des proches, les étudiants et les touristes. Ces secteurs sont en très forte reprise. Oui, elles sont sensibles au bashing de l'aérien, mais in fine, au moment de décider, elles voyagent. Et on le voit dans des chiffres qui sont énormes. La desserte des Antilles actuellement, la desserte de l'île de la Réunion, la desserte de Tahiti, je parle des destinations françaises, mais c'est pareil sur les États-Unis. On est revenu au-dessus de 2019 et au-delà de 2019, malgré l'impact sur les prix à cause du pétrole, à cause des augmentations diverses et variées, l'augmentation générale des taxes et tout. Donc on est sur une activité qui s'alimente d'elle-même et qui est certes consciente de notre responsabilité en matière d'écologie, mais ce n'est pas ça qui est un facteur bloquant. L'écologie punitive, ça ne marche pas. On l'a déjà dit depuis longtemps, mais les politiques, ils ne peuvent pas s'en passer. Et donc, ils vont dans le blabla, dans le discours assez creux, avec parfois des conséquences délicates. Je voudrais dire ici, à Bordeaux, moi je suis d'une compagnie long courrier, donc je n'étais pas concurrent avec Air France, mais que je regrette que la région bordelaise ne se soit pas plus impliquée dans la défense de sa ligne Bordeaux-Paris, 4-5 vols par jour, qui était sans doute bien plus favorable au développement économique, au développement social de la région, que de ne pas faire d'avion du tout au nom de je ne sais pas quel prétexte. Bon, alors, oui, bon,
il faut quand même le dire, hein, tout ça pour un bashing soi-disant écolo. Si on a l'occasion de revenir tout à l'heure sur les perspectives des politiques en matière de SAF, bon, Max Hamman, je connais, il sait que j'ai des idées assez choquantes sur le sujet, mais donc tout ça justifie les riens, justifie le secteur d'activité que l'on porte tous avec notre passion. C'est un métier où il faut de l'engagement, c'est un métier où il faut des compétences, c'est des métiers magnifiques. Et on a, en dernier point, ce devoir de solidarité. Moi, je suis dans une entreprise que privée, avec un actionnaire que privé. On a quand même été les seuls à aller chercher des malades Covid en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Tahiti. Même à Tahiti, on a été chercher. Et nos équipages ont fait le boulot, c'est-à-dire de transporter des gens Covidés dans l'avion où ils étaient eux-mêmes en fonction, sachant qu'on ne savait pas très bien comment ça se propageait, ce truc-là. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient passionnés et c'est tout l'honneur de notre profession. Donc continuons dans cette voie-là. Merci Marc. On voit bien donc le sujet de la solidarité. Je vais me tourner vers le général Laurent Lerbette. La solidarité, c'est quelque chose qui a été exprimé, mais il y a des situations d'urgence dans lesquelles la solidarité s'exprime. Et en particulier, l'armée de l'air et de l'espace incarne un devoir d'assistance et de protection à tous nos concitoyens, où qu'ils soient sur la planète. Ça se traduit concrètement par quelles exigences? Parce que la planète, c'est pas seulement l'hexagone. Bonjour. En fait, comme vous l'avez souligné, c'est que l'État, enfin la nation, doit sécurité, assistance à tous nos ressortissants, tous nos concitoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. La France n'étant pas limitée à l'hexagone, nous devons être en mesure d'aller porter assistance, porter secours à nos concitoyens qui sont à l'autre bout du monde. Vous avez cité la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Cayenne, les Caraïbes. Je pense ne pas en avoir trop oublié. Et cette assistance, on se doit de pouvoir le faire le plus vite possible. C'est un peu l'expression de la souveraineté nationale, si vous voulez. C'est être complètement indépendant dans la réponse que nous devons faire à l'égard d'une attente, d'une demande de nos concitoyens. Et pour l'armée de l'air et l'espace, cette expression, elle se traduit par une capacité de réactivité, une capacité d'allonge que nous avons développée grâce en grande partie à nos industriels, soit nationaux, soit européens, avec un triptyque qui est connu aujourd'hui, que l'on met en avant, qui est le MRTT, la 330 militarisée, la 400M qui a été évoquée tout à l'heure, et puis le Rafale, pour des aspects un peu plus peut-être militaires. Mais grâce à ce triptyque, et on l'a encore démontré cette année au travers de l'opération Pégase, puisque nous avons quand même réussi le challenge de déployer plus de 10 Rafales à l'autre bout du monde, qui ont opéré en Australie, qui ont opéré à Guam, qui sont allés jusqu'en Nouvelle-Calédonie. L'année dernière, en moins de 48 heures, on a rejoint la Polynésie avec des moyens militaires. Donc pour l'armée de l'air et l'espace, cette expression finalement de la souveraineté nationale passe par cette capacité qu'offre l'aéromobilité. Il est évident que quand vous avez une catastrophe naturelle à l'autre bout du monde, si vous mettez 10 jours à vous mobiliser et à envoyer les premiers secours, eh bien, malheureusement, je pense que le résultat sera catastrophique en termes de vie perdue. Et cette aéromobilité, non seulement elle nous permet d'atteindre des endroits qui sont éloignés, mais elle permet aussi d'atteindre des endroits qui ne sont pas, comme vous l'avez souligné, madame, rejoignables par le train, par la voiture. C'est par les airs, bien souvent, qu'on arrive à désenclaver des zones. L'aéromobilité, c'est vraiment, en tout cas, d'abord, c'est l'essence même de l'armée de l'air et de l'espace. Mais en plus, c'est bien cette traduction de l'indépendance d'un pays, l'indépendance en particulier pour la France, c'est l'expression de cette souveraineté, d'être capable, alors je ne vais pas dire seul, mais en tout cas d'envoyer les premiers secours de façon complètement autonome. Et ensuite, eh bien, effectivement, on peut faire appel à une solidarité internationale, à une solidarité européenne pour faire face à des situations qui l'exigent. Parce que bien souvent, les moyens sont quand même substantiels à mettre en œuvre. Il faut faire un certain nombre de rotations. On fait appel aussi à des moyens civils. Donc c'est bien une solidarité dans le monde de l'aéromobilité qui nous permet de dépasser des enjeux qui sont
énorme et à longue distance. Et cette souveraineté, c'est pour ça que je serais peut-être un peu plus court que mes camarades, mais cette solidarité, elle passe aussi par cette, comme je l'ai dit, cette indépendance. C'est une indépendance, c'est une souveraineté nationale, c'est une souveraineté industrielle. C'est être capable de pouvoir mener nos opérations en étant complètement autonome dans notre façon d'agir. L'armée de l'air et de l'espace a une vraie capacité, une vraie tradition de centralisation. On opère toutes nos opérations à partir de Lyon. Que ce soit les opérations que nous menons en Afrique, que ce soit les opérations qui sont menées au Moyen-Orient, que ce soit les opérations que nous avons menées en Polynésie, comme je l'ai dit, tout est piloté à partir de Lyon. Bien entendu, on reste sous le commandement de Paris, et du niveau interarmé, c'est logique, c'est comme ça que ça doit se faire, mais l'armée de l'air opère à partir de Lyon et est capable de rayonner sur quasiment le globe entier. Et ça, c'est bien l'aéromobilité, c'est la force de l'aéromobilité. Quand vous êtes capable de rassurer des concitoyens français en Polynésie que quel que soit ce qui va se passer, en moins de 48 heures, vous serez capable de mettre en place un dispositif pour les sécuriser, et vous savez que la situation en Indo-Pacifique est quand même une situation qui mérite toute notre attention aujourd'hui, eh bien ça rassure tout le monde. Ça rassure vos concitoyens en premier lieu, logique, mais ça rassure aussi vos partenaires qui voient que vous êtes capable de mettre en œuvre cette capacité d'autonomie, de décision, cette autonomie d'action. Donc l'aéromobilité, c'est aussi ça. Et donc l'armée de l'air et de l'espace, c'est l'expression de l'aéromobilité, finalement, de l'État, de la nation française, puisque c'est son armée, les aviateurs sont des Français, des citoyens, et c'est une armée qui appartient à ses citoyens. Donc c'est l'expression vive, finalement, de l'engagement de la nation au service de la nation. Alors, vous avez évoqué 24 heures pour aller en Nouvelle-Calédonie, 48 pour aller en Polynésie. La guerre est aux portes de l'Europe. Quand il y a des avions russes qui viennent chatouiller l'espace aérien français, en combien de temps faut-il pour intervenir efficacement? Je ne vais pas vous reprendre, c'est secret. Non, en tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine le 24 février de l'année dernière, en moins de 6 heures, les avions français ont quitté Mont-de-Marsan. Moins de 6 heures après la demande de l'OTAN, en moins de 6 heures, ils ont décollé de Mont-de-Marsan et ils étaient à la frontière entre la Pologne, la Roumanie et l'Ukraine. Ça, c'est une vraie capacité qui n'est offerte que par la capacité aérienne. Quand la Russie, effectivement, déploie régulièrement des avions à capacité stratégique, c'est toute la chaîne aérienne de l'OTAN qui se met en mouvement et c'est en quelques heures, mais en fait, en moins d'une heure, on est capable de faire face, de réagir, d'intercepter. Donc, c'est bien l'aéromobilité, c'est aussi ça, c'est aussi la vitesse, c'est s'affranchir du temps. S'affranchir du temps. Je reviens sur cette capacité de commandement central à Lyon, c'est être capable de gérer quasiment du temps réel. Vous êtes activé H24 toute l'année, vous êtes capable de faire la police du ciel au-dessus de votre territoire, vous êtes capable de porter assistance au-dessus de votre territoire. Je rappelle que la France est survolée par 12 000 vols quotidiens et qu'il faut une capacité pour détecter, identifier, classifier et éventuellement intervenir, que ce soit sur des avions qui ont des problèmes techniques ou des avions qui ne respectent pas leur plan de vol et ainsi de suite. Cette capacité, elle ne peut être offerte que par l'aviation. Donc, pour nous, militaires, et comme je dis, nous sommes militaires, donc notre mission principale, notre première mission, elle est là. C'est une mission régalienne de défense de nos concitoyens, de défense de notre pays, mais on est aussi des citoyens. Donc on est aussi à l'écoute de ce que fait la société, les évolutions sociétales. Et donc ce principe de développement durable, ça aussi, nous devons de l'intégrer. Nous l'intégrons dans nos planifications, dans l'exécution de nos missions, et nous l'intégrons, je crois qu'on y reviendra plus tard, dans notre vie au quotidien, dans notre mission au quotidien. Donc l'aéromobilité, c'est la rapidité, c'est la longe, c'est la réactivité. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux.
Alors, ce qui vient d'être dit recroise un petit peu tout ce qu'on a dit. Je vais me retourner vers Jean-Claude Beaujour. On a vu que cette capacité de réactivité, effectivement, quand il y a une menace aux frontières, si on doit attendre plusieurs jours, c'est pas satisfaisant. Ça repose sur une souveraineté industrielle. On est sur un territoire industriel important. Vous qui avez cette connaissance des différents territoires, comment vous analysez cette situation? La souveraineté, c'est un mot qu'on emploie beaucoup et on l'a beaucoup employé depuis. On a découvert que nous pouvions ne pas être souverains sur des sujets qui étaient stratégiques pour nous. La souveraineté, elle ne se découvre pas. Mon général, vous avez dit capacité d'action. La capacité d'action, elle vient avec l'anticipation. Et je sais que c'est aussi un qualificatif que vous utilisez dans l'armée. On doit anticiper. Tant que nous n'anticiperons pas, et précisément, c'est là où le danger, lorsqu'on se laisse guider par, je dirais, trop de politique à court terme, on dira cela comme ça, trop de politique à court terme, on risque de perdre de vue les intérêts stratégiques de notre pays. Donc le vrai sujet que nous avons aujourd'hui pour l'aéromobilité, mais pour d'autres, parce que le jour où on découvrira que, faute d'avoir pris les bonnes décisions, nous serons dans l'impossibilité de secourir nos concitoyens, d'assurer la sécurité du territoire français, ce qui veut dire pouvoir assurer la sécurité du territoire français en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane, sauvegarder nos frontières. Eh bien, ce jour-là, on se dira, on a fait fausse route. Et il sera trop tard. Donc je pense, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que plus que jamais, ce sont des sujets d'une importance capitale. Il y va de la souveraineté française, il y va de son indépendance. Nous devons savoir parler, là pour le coup, suffisamment fort pour poser les problèmes sur la table et dire à nos concitoyens qu'il ne nous faut surtout pas nous laisser embarquer dans un débat qui serait strictement idéologique. Et bien sûr que nous avons en tête les efforts qui doivent être faits et nous sommes chacun en train d'y travailler pour qu'on ait un environnement plus propre, plus acceptable. Mais pour autant, nous devons garder à l'esprit que ce sujet de la souveraineté que nous avons mis vraiment tous en bouche, et tout le monde vous dira aujourd'hui souveraineté, souveraineté. Mais à quel prix et surtout, que doit-on faire? Eh bien, je pense qu'il faut poser les problèmes et arrêter les bonnes solutions parce que ce ne sont pas effectivement dans tous ces sujets, que ce soit en matière de sécurité sanitaire, que ce soit en matière de transport aérien simple, que ce soit en matière de défense nationale, ce ne sont pas des sujets sur lesquels on peut décider et avoir une solution dans les 3 mois. Nous sommes véritablement sur des sujets pour lesquels il faut à 2, 3, 4, 5 ans anticiper les problèmes et les gérer. Alors je vais revenir vers le général Lerbedt. Donc on a bien compris les enjeux de la souveraineté et c'est vrai qu'on est dans l'exigence d'avoir un matériel qui permet d'opérer dans de bonnes conditions ces missions. Mais le réchauffement climatique, c'est une urgence affichée par la nation. Comment l'armée de l'air, l'espace, le prend-elle en compte? Est-ce qu'elle le prend en compte? Alors, bien entendu, l'armée de l'air le prend en compte, évidemment. D'abord parce que le ministère des Armées l'a pris en compte et que nous, on s'inscrit dans la déclinaison de la politique du ministère des Armées dans le domaine du développement durable. Il est clair qu'on ne peut pas répondre sur tous les sujets. Un avion de combat, ça a besoin de puissance, ça a besoin de manœuvrabilité, ça a besoin de paramètres qui, aujourd'hui, ne sont pas les paramètres d'un avion de ligne. On peut le comprendre, c'est naturel. Donc il y a des sujets sur lesquels, en fait, on est dans l'attente. J'ai vu que Guillaume Faury avait dit que l'Europe ne produisait pas assez d'efforts aujourd'hui sur les nouveaux carburants, qu'il fallait mettre les bouchées doubles. Je ne vous cacherai pas que nous, ça nous arrange, parce que si vous arrivez à trouver une solution, on s'inscrira dedans. Mais aujourd'hui, comme ça a été dit, moi j'ai besoin d'un objectif immédiat de résultat. En revanche, il y a des sujets sur lesquels nous pouvons d'ores et déjà nous inscrire, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un gros travail et nous sommes encore en train de le faire parce que nous profitons aussi de toutes les avancées et de toutes les évolutions technologiques. C'est tout ce qui se fait autour des bases aériennes, tout simplement. C'est aussi tout ce qui se fait au niveau de la propulsion je dirais normale. Un A330, ça consomme moins qu'avant, qu'un C135. Un PC-21 que nous utilisons aujourd'hui à Cognac, c'est 6 fois moins qu'un Alpha Jet que nous utilisions il y a encore 4 mois dans la formation de nos pilotes de chasse.
Et comme je vous le disais, c'est aussi un gros travail de fait sur les bases aériennes. C'est comment est-ce qu'on peut gagner en autonomie, indépendance énergétique notamment, tout en respectant les exigences de développement durable et d'énergie propre. C'est le déploiement de panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires, il faut aussi qu'ils soient aptes et adaptés à nos besoins propres. Et c'est là qu'on est très à l'écoute de tout ce qui se fait autour de nous. C'est également tout ce qui est autour de la biodiversité et le respect de l'eau. Nous avons des réseaux qui doivent être remis en état, c'est lancé. Nous avons une attention toute particulière sur la biodiversité. Nous sommes très loin de faire n'importe quoi, au contraire de ce que certains nous racontent. Nos champs de manœuvre, nos bases aériennes sont, en termes de biodiversité, pratiquement des coins de nature qui sont protégés. Donc ça aussi, ça concourt. Et c'est des espaces importants. C'est bien là aussi que le volet aérien est un volet qui peut travailler et qui travaille d'ores et déjà au développement durable. Et puis, ça a été dit, construire un TGV entre deux villes distantes de 5000 km, je ne suis pas certain que le bilan carbone soit aussi performant qu'une ligne aérienne qui finalement est virtuelle. Elle n'existe pas. Vous n'avez rien à construire. Vous avez déjà vos 2 aéroports, vous les mettez en lien, tout simplement. Donc l'armée de l'air, elle est aussi engagée dans ces débats-là, elle est aussi engagée volontairement dans ces travaux de développement durable et de sensibilisation, de mobilisation des esprits. Je vais vous donner 2 exemples. Dans le cadre de mes responsabilités territoriales, je forme mes gens à la fresque du climat, je forme mes gens aux ateliers carbone pour qu'ils en prennent bien conscience, mais c'est bien pour pouvoir les transcrire intelligemment dans la déclinaison de l'environnement dont nous avons besoin pour avant tout faire notre mission, qui est celle d'assister, de porter assistance à tous les Français. Et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais l'opération Sagittaire, quand il a fallu évacuer les ressortissants du Soudan, on n'a pas évacué que les Français, bien au contraire. Et il a fallu le faire vite, parce que là, il y avait danger de mort. Pareil, quand on a évacué l'Afghanistan, quand il a fallu évacuer les ressortissants et les Afghans, eh bien, ça s'est fait par moyen aérien. Je ferme la parenthèse. Donc, comme je vous le disais, il nous faut être capable aujourd'hui de mener à bien notre mission opérationnelle, l'expression de la souveraineté, et de l'autre côté, il nous faut nous inscrire dans le mouvement qui est celui que notre société connaît aujourd'hui, et on s'inscrit pleinement dans cette affaire-là. Donc, c'est jamais que finalement la volonté de l'État, hein. Nous ne sommes qu'une représentation, une émanation de la volonté de l'État. Donc nous faisons, et puis les armées ont quand même l'habitude de le faire, on fait ce qui nous est demandé. Bien, je vais me tourner maintenant vers Marc Rochet. Sur cette responsabilité fondamentale de la communauté des aviateurs par rapport au réchauffement climatique. Et il y a la nécessité donc, qui a été déjà entreprise au fil des ans de baisser le bilan carbone. On est à une charnière où il va falloir on va passer de l'innovation incrémentale à une innovation de rupture. Vous me disiez, Marc Rochet, qu'il y avait la nécessité d'une norme internationale. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de norme internationale, finalement, on est dans le vœu pieux déclaratif. Est-ce que vous pouvez préciser ? Je pense, comme tout le monde, que le sujet de la protection de l'environnement, de l'écologie en général et de l'activité humaine est fondamental. Et je fais partie des gens qui considèrent que notre responsabilité est totale. Hein. Il ne s'agit pas de nier le problème, il ne s'agit pas d'être dans le déni et il ne s'agit pas de se replier sur soi en disant c'est pas nous, c'est les autres et autres. C'est le premier point. Le second point, la technologie, la technique autour de l'aviation civile, alors certes un peu moins pour les raisons qui ont été très justement évoquées, un peu moins pour l'aviation militaire qui a des contraintes et des missions tout à fait différentes, mais qui ne pèsent pas très lourd en termes de volume par rapport à l'activité commerciale. Je pense que la technologie a fait beaucoup de progrès, continuera à en faire,
et que là réside sans doute la solution pour diminuer fortement l'empreinte carbone de cette activité qui est aujourd'hui mature, comme je l'ai dit tout à l'heure. La technologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, à un moment donné, faire des choix d'entreprise, des choix d'industrie qui soient porteurs, qui ont des zones de risque. Si je prends le modeste exemple de nos compagnies, avec Jean-Paul Dubreuil, on a été les premiers en France à commander la 350, c'était en 2012. C'est aujourd'hui un des meilleurs avions long courrier en matière d'économie de carburant. Il est encore meilleur que le prédécesseur, la 330, que le Boeing X ou Y. Et je suis convaincu que cet avion qui est très performant sera lui-même soit amélioré, soit remplacé par un avion encore plus performant. Il faut aller dans cette direction et comme vous l'avez dit, maître, il faut s'inscrire dans le temps. C'est pas la peine de gesticuler, c'est pas la peine de surcommuniquer pour raconter un peu n'importe quoi. La technologie est porteuse, elle est capable d'amener encore d'autres solutions et il faut que tous les efforts soient concentrés. Et je reviendrai à ce moment-là très rapidement au problème de l'international. Deuxième chose, il y a plein de zones d'activité autour de l'aérien, aéroportuaire et autres où on peut encore baisser notre consommation, enfin notre production de carbone, de dioxyde de carbone. Là, la volonté est moindre, pour pas dire parfois inexistante. Le politique n'y trouve pas de matière à gesticuler, donc on attend. Je vais prendre qu'un exemple. Une des sources de pollution, en plus vécue au quotidien par les riverains, c'est tout le matériel qui circule sur un aéroport. Il y a énormément de matériel qui tourne autour des avions. Ça va de la camionnette jusqu'au tracteur énorme pour pousser un très gros avion. Bon, tout ça, il y a des solutions électriques, il y a des solutions d'avenir qui commencent à exister, mais en fait, on n'en parle pas. On préfère gesticuler sur le biocarburant ou des choses comme ça. Pareil pour la réforme nécessaire du contrôle aérien. Le contrôle aérien aujourd'hui ne permet pas à des compagnies aériennes et à leurs pilotes d'avoir les trajectoires optimisées en matière de consommation de carburant. Encore récemment, aux Antilles, dans une zone qui est connue par tout le monde, parce qu'il y a un problème avec la météo nationale, autre empire auquel on ne peut pas toucher, on était obligé de prendre entre 6 et 8 tonnes de pétrole parce qu'on n'avait pas tout simplement les informations météo nécessaires. Et à côté de ça, on vous dit l'écologie, c'est absolument vital. Mais, sauf qu'on n'y fait rien. On laisse, ça dure depuis 2 ans, cette situation. Ça fait partie des aberrations du système. Et du coup, on s'engouffre vers une autre direction qui est de dire le biofuel, ça va tout régler. C'est faux. Pour 2 raisons. La première, c'est que quand on vole avec du biofuel, alors ça, les gens ne veulent pas bien le comprendre et l'admettre, mais 1 heure de vol d'un A350, d'un A330 ou d'un Boeing 777 avec du biofuel ou du fuel normal, c'est exactement la même quantité de gaz carbonique produite. On met dans l'atmosphère la même quantité de gaz carbonique. Alors, il y en a un qui vient d'un produit qui est le fuel que tout le monde connaît, l'autre vient d'un biofuel, mais ça produit la même quantité. Donc, déjà, on ne règle pas vraiment le problème, on le repousse. Et deuxième point, pour faire du biofuel, je voudrais juste dire 2 choses. Soit il faut de la biomasse, et il n'y en a pas assez, très nettement pas assez. Soit il faut aller casser des molécules, on ne va pas rentrer dans les détails. Et pour casser ces molécules, il faut, pour produire ce e-fuel, qui devient e-fuel du coup, il faut une énergie considérable. Je voudrais vous donner 2 chiffres qui sont publics. Première déclaration du président de Lufthansa il y a 15 jours. Pour produire le biofuel dont Lufthansa a besoin pour demain, on bascule là-dedans, il faut la moitié de l'électricité allemande. Enfin, les politiques qui poussent ces solutions racontent n'importe quoi. Qui peut imaginer qu'on va prendre la moitié de l'électricité allemande juste pour décarboner, soi-disant, les avions de Lufthansa? Besoin de l'aéroport de Roissy, si on passe au e-fuel, parce que le bio ne suffira pas.
11 centrales nucléaires, 11 tranches nucléaires. On a déjà du mal à en remettre 14 à l'échelon national sur toute la France. Comme on peut imaginer d'en mettre 11 à Roissy. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc je crois qu'il faut revenir à la technologie, qu'il faut la pousser, et qu'il faut la pousser y compris dans la remise en cause des systèmes économiques. Un moteur, c'est ce qui consomme, bon, alors il y a bien sûr un avion qui freine, mais un moteur, c'est la source de la consommation et de la production de CO2. Eh bien, il faut imposer à toute la technologie, et on en est capable, d'être plus ambitieux. Le moteur du 350, il consomme grosso modo, il produit grosso modo 25% de moins de CO2 que son prédécesseur. Le prédécesseur est daté de 25 ans à peu près. Là, le successeur du moteur du 350, ce sera probablement dans 25 ou 30 ans. Ben non, il faut dire à l'industrie, et l'industrie doit l'assumer, je vais le sortir en 10-12 ans. Ça, c'est faisable. L'humain a déjà fait des choses beaucoup plus difficiles. C'est moins compliqué que d'aller marcher sur la Lune, donc on doit le faire. Et je ne comprends pas qu'on se berce d'illusions alors qu'on sait où il faut pousser, mais il faut pousser avec tout le monde, y compris avec l'industrie, les régions, la coopération internationale, parce qu'on ne le fera pas tout seul. On n'est pas capable, même les États-Unis, ils ne sont pas capables de produire un moteur comme ça tout seul. Ils ont besoin de coopération. Bon, peut-être qu'ils peuvent essayer, mais nous, en tout cas, on a besoin de coopération. Donc c'est ça la partie internationale et sur laquelle il faut pousser. Je vais me retourner vers... Le Maroc a un rôle à jouer là-dedans, d'ailleurs, parce que c'est un secteur d'activité aéronautique important. Modestement, mais un rôle à jouer. 10 secondes pour juste préciser que vous avez dit tout à l'heure souveraineté. Dans la souveraineté, il y a dépendance ou interdépendance ou dépendance à l'égard de tiers. Si nous ne prenons pas les bonnes décisions, ce qui risque de nous arriver, c'est que nous dépendrons de pays tiers, nous dépendrons des autres et nous découvrirons un jour que nous n'avons pas complète souveraineté sur des sujets qui sont stratégiques, en tout cas notre désenclavement. Parce que les autres n'appliqueront pas les mêmes normes. Absolument. Exactement. Donc c'est là où on ne peut pas agir seul et on ne peut pas faire preuve de naïveté. Si nous voulons être indépendants et que nous ne voulons pas découvrir, comme ce fut le cas, notamment pour les fameux masques où on s'est dit, ah ben, il faut produire, on produit à l'extérieur et qu'on n'avait plus les capacités de produire. Ben non. Et si on ne veut pas avoir à se dire demain qu'on va réindustrialiser ou on va rapatrier nos industries comme si ça se faisait d'un coup de baguette magique, eh bien là, pour le coup, nous devons prendre des bonnes décisions et tout de suite. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Je ne poserai pas la question Marc Rochet de savoir s'il pense que financer le développement du train par l'avion et la route, c'est une bonne solution. Je ne sais pas s'il a une réponse. Je ne pense pas que ça soit une bonne solution pour deux raisons. J'ai rien contre le train, je suis venu à Bordeaux en train, ça fonctionne bien, mais ça ne m'aurait pas choqué qu'à côté du train, il y ait aussi des avions. Et c'est ce que je dis pour l'intérêt de la communauté de Bordeaux dans son ensemble, mais j'habite pas Bordeaux. Financer le train, si c'est un enjeu majeur, et je pense que c'en est un, c'est un problème de solidarité, c'est un problème d'effort national. Il faut anticiper, comme ça a été dit tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi c'est l'aérien qui paierait. À ce moment-là, on peut faire aussi payer l'agriculture, qui consomme beaucoup d'énergie, on peut faire payer les travaux publics, pourquoi pas, et ainsi de suite. Donc cette histoire de dire je prends de la poche de l'un pour le donner dans la poche de l'autre, bon, ça me chauffe un peu. Et puis, je vais quand même dire deux choses, parce que je crois que les gens n'ont pas la conscience de ces enjeux. Je vais citer deux chiffres, je ne cite pas beaucoup de chiffres, mais l'État français contribue tous les ans pour le budget de la SNCF à une contribution d'environ 18 milliards d'euros. Tous les ans. 18 milliards d'euros, je ne sais pas si dans cette salle, on se moi je ne sais pas ce que c'est qu'un milliard d'euros à titre personnel. Même, bon, je connais le calcul, mais c'est des chiffres, des actifs, une valeur, une fortune incommensurable. 18 milliards d'euros, c'est 2 fois le budget annuel de la justice. Tous les ans, ça tombe dans les poches de la SNCF. Donc on pourrait s'attendre qu'avec une contribution de cette hauteur, la SNCF fasse son boulot et modernise elle-même son réseau. Deuxième chose, le plan de modernisation, en plus des 18 milliards, c'est 100 milliards d'euros. Est-ce qu'on se rend compte des montants en question? Donc ça sert à quoi? C'est quoi? Quelle en est l'utilisation? Et quel est derrière tout ça l'objectif majeur de performance?
Moi, qu'on me prenne sur mes impôts de l'argent pour moderniser la SNCF, ça ne me choque pas tant que ça. Mais je veux que ça soit de l'argent bien utilisé. Il y va de l'intérêt public et surtout de notre capacité à gérer le futur. Si c'est simplement pour combler des dysfonctionnements et tout, ben non, ça ne me plaît pas. Bien, on va arriver à la conclusion de cette table ronde. Je vais me tourner vers Maria El Fileli, notre grand témoin. Qu'est-ce qu'elle a retenu donc, avec ce regard marocain qui sort d'une situation d'urgence sur tout ce qui vient d'être dit? Moi, je trouve que le débat a été vraiment riche, passionnant, intéressant, et ça nous rappelle justement que l'aéromobilité, finalement, elle doit être au cœur des priorités. Qu'on ne devrait pas, même pas être là à nous justifier sur le rôle du militaire pour sauver des vies, pour se déplacer en 16 heures au bout du monde, ou être là pour expliquer que l'aérien, c'est ce qui va booster le développement d'un pays ou d'une économie. Nous, au Maroc, on a organisé il y a une semaine l'Assemblée générale du FMI, du Banque mondiale. On a eu des dizaines de milliers de gens qui sont venus de partout dans le monde. Eh bien, franchement, j'ai pas envie d'entendre le discours de « Ah, vous avez pollué ». Ben non, ces gens viennent pour financer un territoire, un pays, un continent par rapport à un contexte international. Et nous, on est vraiment dans des enjeux beaucoup plus importants que, bien sûr, l'écologie, c'est important, mais il faut laisser le temps à chaque secteur et considérer l'aéromobilité comme prioritaire. Laissons-lui le temps. Il le fera bien. Et pas comme ce qui se passe aujourd'hui sur des normes qui ne sont pas équitables et qui se mettent en place de n'importe comment. On commence à nous exiger du SAF. Nous, au Maroc, on veut en acheter, on n'en trouve pas. Et on impose une taxe dans des capitales européennes où nos compagnies africaines ne pourront plus atterrir parce qu'on n'a pas du SAF. Et qui a acheté un stock de 5 ans, c'est les compagnies européennes. Alors est-ce que c'est du protectionnisme ou de l'écologie? Donc je pense que la réflexion de la solidarité commence par l'équité, commence par la coopération, la mutualisation. Revenons à nos besoins de base. D'accord? Et moi, je vois que dans le tremblement, je dois faire semblant de ne pas voir le stop pour conclure. Dans le cas particulier, quand on parle de tourisme, de militaires qui se mettent à la disposition de l'humain, c'est fabuleux. Nous, on a eu la chance d'applaudir des milliers de militaires, de jeunes militaires chez nous. On n'en avait pas l'occasion de le vivre. Donc, ce rapprochement dans des occasions terribles comme le séisme, c'est un rappel à l'ordre de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand on voit des villages dans l'Atlas marocain, mais c'est d'une beauté, d'une architecture incroyable, d'une culture. Pour les préserver, il faut l'aéromobilité. Si on met des trains, c'est fini. Et là, vous aurez beau vouloir prendre des vacances pour venir les découvrir dans 10 ans, ben, il n'y aura plus rien. Donc cette richesse culturelle, c'est presque l'aéromobilité pourra devenir le garant du patrimoine de l'humanité et le garant de la solidarité qui respectera aussi l'environnement. Donc c'est le point que je voulais dire. Merci Maria El Fileli, donc directrice générale du GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, et commissaire de l'Aerospace African Forum, qui a réuni tous les grands acteurs africains qui se posent ces questions de la mobilité. Et je vais saluer l'arrivée du président Alain Rousset, qui va conclure notre journée. Merci.